Bienvenue. Vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Dakar Bango à Saint-Louis. Quand Semou Djemoud Diouf dans la commune de Kaolack, il y est 12h00. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce lundi 2 juin 2025. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal. Voici le sommaire. 4e édition de la fête patronale du 23e bataillon de reconnaissance et d'appui, également appelée fête Nyombato, qui s'est déroulée à Foundiougne dans la région de Fatick. Nous nous rentrons au camp colonel Moumar Talafal de Ndemanding. Pénurie d'eau dans les quartiers de Kaolack. L'ASCOSEN accuse les services en charge de n'avoir pas pris toutes les dispositions nécessaires afin de parer à de telles situations. Vous entendrez son président. Éducation, préparatif des examens du CFA à l'entrée en 6e. Un CDD a été présidé par le préfet du département de Kaolack. Il a assuré également que les dispositions sont prises pour la régularisation des élèves qui ne disposent pas de pièces d'état civil. Sur l'international inondation au Nigeria, le bilan s'aggrave. Les sinistrés racontent le pire désastre de mémoire d'homme. Et puis sport, 26e journée Ligue 1, le derby de la banlieue entre Guédiawaye Football Club et l'AS Pikine a été reporté pour des raisons de sécurité et le match se jouera à huis clos. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour. Côte d'Oussec, Keneme assure les opérations techniques direction Touba, où le marché Okas a été le théâtre d'un violent incendie. 34 cantines emportées par les flammes. L'obstruction des voies causées par les états sauvages en cette période pré-hivernale n'a pas facilité le travail des sapeurs-pompiers. Mamoudou Moussa Fambaye. Dans la nuit du samedi au dimanche, aux alentours de 1h du matin, un incendie s'est déclaré au marché Okas de Touba, causant des pertes importantes. La violence des flammes et l'accès difficile aux cantines en raison des étals sauvages ont fortement compliqué l'intervention des sapeurs-pompiers. Ce sera difficile de faire un bilan exhaustif, mais retenons que 34 cantines ont été ravagées par les flammes, mais encore et surtout des étals. Nous ne pouvons connaître le nombre d'étals qui a été bousillé par les flammes. Pour le moment, nos recherches n'ont abouti qu'à stabiliser le nombre de cantines ravagées par les flammes. Il ne faudra pas très vite aller en besogne et indexer, comme on le fait souvent, la Sénélec. Aujourd'hui, nous indexons le Khémé et l'eau de javel local. Les premiers éléments indiquent que des produits comme le Khémé et l'eau de javel local pourraient avoir favorisé la propagation du feu. Une enquête devrait être ouverte. Mamoudou Moussa Fambaye, Touba, Alfayda FM. Merci à Mamoudou Moussa Fambaye. Le camp colonel Moumar Talafal de Ndemanding, situé dans le département de Foundiougne, a accueilli la 4e édition de la fête patronale du 23e bataillon de reconnaissance et d'appui Béra, également appelée fête du Nyombato. Le compte rendu d'Aline Badara Diop. Le dépôt de gerbes a débuté la cérémonie de la 4e édition de la fête du patronal dénommée Nyombato du 23e bataillon de reconnaissance et d'appui. Commandant Mohamed Samba Diouf, chef de corps du 23e bataillon de reconnaissance et d'appui. Nous venons de célébrer la 4e édition de la fête patronale du 23e bataillon de reconnaissance et d'appui. Cette fête a été baptisée Nyombato en hommage à la province dans laquelle le 23e Béra est implanté depuis 2019. Donc c'est une fête qui rentre dans le cadre des activités de tradition des bataillons du Sénégal et nous ne dérogeons pas à la règle. Et cette année, voilà toute la symbolique qui tourne autour de 2 points essentiellement. Donc c'est une occasion pour nous de raffermir les liens avec les populations locales, de communier avec elles. Pour une meilleure sécurisation des frontières, des patrouilles mixtes avec les pays voisins sont notées parfois. Donc le 23e Béra, depuis son implantation ici à Ndemanding, l'une de ses missions principales tourne autour de la sécurisation de la France transfrontalière. Et dans ce cadre, nous menons très régulièrement des patrouilles tout le long de la frontière. Ça, c'est des patrouilles que nous menons en interne même, au niveau de la zone militaire du Maroc. Mais depuis l'année dernière, dans le cadre de mieux sécuriser ces zones transfrontalières, nos partenaires gambiens, à savoir les forces de défense et de sécurité gambiennes, qui sont nos frères aussi et nos frères d'armes,
nos frères professionnels, mais aussi nos frères de sang, avec qui nous menons des patrouilles planifiées. Le concept Armée-Nation, une des initiatives bien appréciées par les populations du Nyombato, la 4e édition de la fête du patronal a été présidée par le commandant de la zone militaire numéro 3, colonel Djumoso, en présence des autorités administratives de cette localité, avant d'être clôturée par des démonstrations et un défilé motorisé et à pied. 4e édition de la fête patronale du 23e bataillon de reconnaissance et d'appui Béra, également appelée fête du Nyombato. Le chef d'escadron, Mohamedou Samba Diouf, commandant du 23e Béra, a souligné que cette célébration permet non seulement de rendre hommage aux anciens soldats, mais aussi de transmettre aux jeunes générations les valeurs cardinales du bataillon incarné dans sa devise Bagne Badé. Il est interrogé par Annie Badaradio. 23e Béra contribue également au rayonnement des forces armées sénégalaises sur la scène internationale, avec actuellement le déploiement d'une compagnie en Gambie et d'une section en République centrafricaine. Mon colonel, mesdames et messieurs, honorables invités, cette efficacité opérationnelle est liée à 2 facteurs principaux. En premier lieu, l'un des piliers de notre efficacité réside dans la montée en puissance rapide et significative du 23e BR. Elle a été rendue possible grâce à une dotation substantielle en matériel majeur qui nous confère la flexibilité et la robustesse requises pour mener à bien toutes les tâches qui nous sont confiées, même dans des environnements complexes. En second lieu, notre efficacité est intrinsèquement liée à une mise en condition opérationnelle permanente, grandement facilitée par notre proximité avec le centre d'entraînement tactique capitaine Abdoulaye Ngom de Toubacouta. Cette localisation privilégiée nous offre un accès facile à des infrastructures d'entraînement de premier ordre, permettant à l'ensemble des compagnies du bataillon de bénéficier de séjours d'entraînement réguliers, qu'ils soient centralisés ou décentralisés. Cette préparation continue est cruciale pour anticiper les défis tactiques, pour assurer une réponse rapide et efficace face à toute situation, comme nous l'avons démontré lors de la manœuvre nationale Saloum 2024. Mon colonel, mesdames et messieurs, honorables invités, cette tribune m'offre l'occasion d'exprimer ma profonde gratitude à tous les personnels du bataillon pour leur engagement constant et leur esprit de corps exemplaire. Chacun, à son poste, a contribué de manière significative à l'atteinte de nos objectifs. Que ce soit sur le terrain ou dans les tâches de soutien et d'administration, la qualité de leur travail et leur détermination sans faille sont les moteurs de notre efficacité. Leur sens du devoir et leur persévérance, même face aux défis les plus complexes, sont remarquables. À l'instant, le chef d'escadron Mohamedou Samba Diouf, commandant du 23e Béra. Retour à Touba. Après l'effondrement d'un immeuble à Touba, le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, s'est rendu dans la ville sainte où il a exprimé sa compassion, rendu hommage aux victimes et a visité les blessés dont 4 sont encore hospitalisés. Il est interrogé par Maud Moussafa. D'abord, m'incliner devant la mémoire des disparus, prier pour le repos de leur âme et prier aussi pour leur famille qu'ils ont laissée ici. Aux blessés, dont il reste encore 4 dans les 2 hôpitaux, je souhaite un prompt rétablissement. Il y en a 3 qui sont déjà retournés chez eux. J'en ai profité pour présenter mes condoléances au khalife général des Mourides et le saluer, comme d'habitude, au nom du chef de l'État, du Premier ministre, du gouvernement et à mon nom personnel. Ce qui est arrivé est un accident, c'est vrai, c'est un accident. Partout où il y a de l'activité, il y a des risques d'accident. Il y a une enquête qui est en cours. Il est trop tôt pour dire voilà la raison pour laquelle on a eu cet accident. C'est un accident que nous regrettons tous beaucoup. Nous verrons exactement ce qui s'est passé et nous prendrons les mesures appropriées pour que de tels accidents soient réduits à leur strict minimum, aussi bien à Touba que sur l'ensemble du territoire national. Dans cet ordre d'idées, le président de la République avait déjà donné des instructions au gouvernement, et plusieurs conseils des ministres déjà, pour faire l'inventaire des immeubles menaçant en ruine, c'est-à-dire déjà des immeubles prêts qui menacent ruine, mais aussi faire en sorte de veiller au respect des normes de construction pour éviter que pareil drame ne soit courant dans notre pays. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Al-Fayda FM 90.1. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce lundi 2 juin 2025, l'info se poursuit sur la référence diplomatie. La défaite du candidat sénégalais, l'ancien ministre de l'économie, Amadou Hott, dans la course à la présidence
de la Banque africaine de développement BAD fait réagir l'analyste sénégalais, le professeur Abdoulatif Mbengue. Selon lui, notre pays est en phase de transition. Il est au téléphone de la rédaction. La première lecture, c'est que ce n'est nullement une surprise pour moi en tant qu'analyste des relations internationales. Je trouve que, comme l'ont fait remarquer beaucoup d'analystes, la candidature de Sidi Ould Tah a eu beaucoup plus d'allure que celle de Amadou Hott. Et que certainement, la machine diplomatique mauritanienne a été beaucoup plus active par rapport à la candidature de Ould Tah. Il faut simplement se rappeler que jusqu'en 2024, le président Ould Ghazouani était le président de l'Union africaine. Et donc, cela a peut-être dû peser sur la balance. Il a certainement dû recourir à ses propres réseaux pour soutenir son candidat. Il y a également le fait, et beaucoup d'analystes l'ont souligné, que le profil de Sidi Ould Tah est un profil qui semble être un trait d'union entre l'Afrique un peu et le monde arabe. Et son background aussi en tant qu'ancien directeur de la Banque arabe pour le développement a certainement permis un peu de trouver des soutiens au niveau des réseaux saoudiens et je crois principalement les motifs de cette victoire. Il faut ajouter à cela le fait que le Sénégal est dans une sorte de transition et que le gouvernement actuel est relativement un gouvernement nouveau. Et donc la machine diplomatique, justement comparativement à la machine diplomatique mauritanienne, on peut penser éventuellement que le fait que le pays soit dans une transition ait été également éventuellement un handicap pour le candidat Amadou Hott. Selon toujours l'analyste des affaires internationales, le professeur Abdoulatif Mbengue, cette défaite n'est pas seulement le symbole d'un recul diplomatique du Sénégal, c'est un échec par rapport à la tentative personnelle du candidat de franchir la marche supérieure de vice-président de la Banque africaine de développement. Réécoutons-le. Il faut ajouter à cela que la candidature d'Amadou Hott était principalement axée sur la personnalité, le background, le parcours professionnel du candidat Amadou Hott, de ce point sa vision, son programme. Et donc, de ce point de vue, on peut penser que, ce n'est pas forcément une défaite pour la diplomatie sénégalaise, mais plutôt, disons, un échec par rapport à la tentative personnelle du candidat Amadou Hott de franchir la marche supérieure de vice-président de la BAD jusqu'au poste de président de cette institution. J'estime que ce n'est pas forcément une défaite du Sénégal. Je pense que cela ne va pas affecter les relations économiques entre le Sénégal et la Mauritanie. Je pense que sur le plan de l'influence, c'est vrai que depuis la tentative malheureuse Abdoulaye Bathily, le Sénégal depuis quelque temps peine à faire élire, si vous voulez, ses candidats à des postes clés. Mais cela, je crois, il faut relativiser, le mettre dans le contexte d'un régime qui est en transition, d'un changement de régime. Cela, à mon avis, n'affecte pas profondément la machine diplomatique sénégalaise. Et je pense qu'effectivement, il va falloir tirer les leçons, voir ce qui n'a pas marché, quels sont les soutiens qui ont fait défaut. À mon avis, cela n'aura pas un impact considérable sur les relations entre le Sénégal et la Mauritanie. Et que je pense que les ressources humaines sénégalaises, de toute façon, sont, je crois, reconnues un peu partout dans le système des Nations Unies et dans d'autres institutions. Et que cela n'affecte en rien l'image, je crois, de la diplomatie sénégalaise et du Sénégal en général. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Tabaski 2025, la direction régionale de l'élevage de Kaolack rassure les pères de famille, les Gorgorlou, et annonce l'arrivée de moutons dans les différents lieux de vente selon la directrice du service de l'élevage, Dr Khadi Diaye, au micro de Cheikh Diagne. On peut dire que l'approvisionnement du marché en moutons à quelques jours, on va dire à J-9 de la Tabaski, on est à 55 749 moutons, donc nous avons dépassé nos effectifs de 5 749. On a importé 14 765 sujets et exporté 4 525. On avait fixé les objectifs pour la région à 50 000 sujets. Donc pour le moment, nous avons dépassé les objectifs pour la demande de la région de Kaolack. Lors du CRD, nous avions d'abord demandé aux forces de l'ordre la sécurisation des points de vente, ce qui est effectif. Nous avions demandé l'aménagement de bacs à ordures par la SONAGED. Ça
ça a été fait. L'accompagnement de la Sénélec et de Sen'Eau au niveau des points de vente, ça a été fait. Donc tout ce qui était attendu par les éleveurs par les services techniques pour les points de vente ont été faits, réalisés. La mise à disposition aussi de l'aliment bétail a été effective. Pour le département de Kaolack, il y a eu 75 tonnes d'aliments qui ont été mises à disposition. Le département de Nioro et de Guinguinéo ont reçu chacun 25 tonnes. Il faut dire que le département de Kaolack, il y a le marché de Kahone qui reçoit les moutons importés, donc les éleveurs venus de la Mauritanie, du Mali et du Burkina. C'est pour ça que le département de Kaolack a reçu un tonnage plus important que les autres départements. 50 000 sujets pour la région de Kaolack. L'objectif a été atteint. Selon la directrice régionale de l'élevage, le marché de Kaolack est bien approvisionné en quantité et qualité. La fourchette de 75 000 à 700 000. Khadija, toujours au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Il y a un suivi quotidien des marchés par nos agents, parce que vous savez que nous, on est maillés jusqu'au niveau commune. Vous avez la régionale, vous avez les départementaux, vous avez aussi les chefs de poste vétérinaire qui agissent au niveau des communes. Donc chaque commune, son loum, le chef de poste vétérinaire vient effectuer une visite. Il regarde d'abord la situation du marché par rapport à l'approvisionnement, la quantité des animaux, l'état physique des animaux, et même il délivre les certificats, les laissez-passer. Donc actuellement, on peut dire que pour le marché de Kaolack, on touche du bois, on n'a pas encore rencontré de situation sanitaire défavorable. Donc il n'y a pas encore d'animaux malades au niveau des marchés. Et nous ne souhaitons pas en avoir. Il y a beaucoup de moutons, donc vous pouvez aller acheter déjà votre mouton. Hein? Et puis les prix sont abordables aussi. On dira qu'au marché de Kahone, vous avez une fourchette de prix de 75 000 à 700 000, donc il y en a pour toutes les bourses. Au niveau des loumes, par contre, la moyenne des prix se situe entre 125 000, 150 000, 200 000 au niveau des loumes. Et ce sont des moutons qui sont... Et la production locale est très importante au niveau du marché de Kaolack. Vous pouvez le constater en parcourant les rues. La plupart des moutons ont été produits en élevage intensif. À l'endroit des acteurs, nous dirons que nous sommes plus qu'à quelques jours de la fête, donc évitez de surcharger vos animaux pour qu'ils ne fassent pas de diarrhée d'ici la fête. Évitez aussi de leur administrer un quelconque médicament. Il n'est plus valable de donner des médicaments, quel qu'il soit, à l'animal que vous devez sacrifier et le mettre dans un environnement sain et sécurisé afin que vous puissiez vous protéger des malfaiteurs. Oui, le vol de bétail est toujours là. Pas plus tard qu'hier, on nous a déclaré un cas de vol à Kabatoki, une vingtaine d'animaux qui ont été volés et tous immolés, sauf peut-être 5 femelles qui venaient de mettre bas et après mis sur un véhicule et transportés dans une autre localité. Donc c'est pour ça que j'ai donné comme conseil de mettre leurs animaux dans des endroits sécurisés et d'y veiller, parce que le vol est là, malgré toutes les mesures que l'on prend pour cela. La directrice régionale de l'élevage, Dr Khadi Diaye, qui réagissait au micro de Cheikh Tidiane Diagne. À Nioro, ce n'est pas encore la grande affluence au forail de Nioro où Seydina Alioune Keita a rencontré les éleveurs. Suivons ce reportage. Nous les avons trouvés sous le chaud soleil en train de vendre désespérément leurs moutons. Malgré l'approche de la Tabaski, il n'y a toujours pas une grande affluence au point de vente des moutons à Nioro. Les vendeurs ont commencé à s'installer, mais ils n'ont pas vu de clients. Les prix des moutons varient entre 100 000, 110 000 et 140 000 francs. Bref, chaque client peut acheter un mouton selon sa situation financière. Ces vendeurs se plaignent des conditions difficiles de leur travail. L'emplacement du point de vente de Nioro ne nous convient pas. Nous sommes à longueur de journée sous le chaud soleil car il n'y a aucun hangar. Vraiment, les autorités doivent nous venir en aide. Autre désagrément, le point de vente manque de clôture et nous sommes souvent victimes de vols comme l'année dernière. Ces derniers demandent un point de vente de moutons qui leur est propre. Nous n'avons pas un point de vente fixe. Les autorités peuvent nous déguerpir à tout moment. Nioro Drip, Seydina Aliou Keita pour la radio Alfayda FM. Keita, je vous le disais en titre, pénurie d'eau à Kaolack. L'association des consommateurs du Sénégal, ASCOSEN, engage la responsabilité des services en charge. Une pénurie d'eau sans aucune précision ne soit donnée et déplorable selon Abdou Badjo.
On est au courant du fait que moi-même j'habite là-bas, dans cette zone-là. Ça fait aujourd'hui 4 jours et on ne peut pas avoir le liquide précieux qui est l'eau. Et je peux dire la quasi-totalité des quartiers de Kaolack n'ont pas d'eau. Et le service qui occupe de la distribution de l'eau, qui est la Sen'Eau, n'a pas communiqué dans ce sens-là pour dire aux consommateurs qu'il y aurait des travaux ou bien soit il y aurait des coupures dans cette zone-là. Mais vraiment, cette coupure doit amener la population à d'aller dans les puits, chercher dans les puits de l'eau pour laver, pour prendre des bains. Je pense qu'à l'heure actuelle, cela ne va pas du tout parce que là, présentement, à l'heure où je te parle, les populations de ces quartiers qui se trouvent à Kaolack sont complètement déphasées, sont complètement déconnectés de cette situation-là. C'est pour ça que je lance un appel au service de Sen'Eau pour tout faire pour nous renseigner qu'est-ce qui se passe. Parce que jusqu'à présent, personne ne sache ce qui se passe. Ni de déclaration, ni de communication. Je pense que ça suffit. Vraiment, on est très souffert ces 4 jours. Alors, il fait extrêmement chaud à l'heure actuelle. On est même le matin, des fois tu trouves à 43, 44 degrés. Et tu rencontres, tu te laves pas 3 ou 4 jours, toi et tes enfants, pour préparer même le repas. C'est tout à fait un problème. Bon, beaucoup de quartiers m'ont appelé au téléphone. Les quartiers qui m'ont appelé au téléphone, c'est Medina Baye, Fachetidiane, de Ndoron, de Kasnal, de Dongan. Je pense qu'il y a beaucoup de quartiers, même Medina Mbaba. Tous ces quartiers-là n'ont pas d'eau. Je pense que c'est presque la quasi-totalité des quartiers de Kaolack qui n'ont pas d'eau. Vous suivez le journal. Sur Radio Al-Fayda à Kaolack. Depuis Medina Baye, Immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé, Studio Ali Momara Alilo. L'info se poursuit également sur le www.radioalfayda.net. Éducation, nous en parlons dans ce midi, préparatif des examens. Le préfet du département, Latir Ndiaye, a présidé une réunion du comité départemental de développement consacré aux préparatifs des examens scolaires qui auront lieu dans 3 semaines. Le voici au micro d'Alun Badara Diop. C'est le CDD traditionnel consacré aux préparatifs des examens de fin d'année, notamment le CFE, l'entrée en 6e et le BFM. Donc à l'approche de ces examens, il y a toujours une réunion qui est tenue avec l'ensemble des acteurs impliqués pour qu'on essaie de mutualiser les forces et les moyens pour assurer un bon déroulement des examens. Le plus important, c'est de faire tout pour que les établissements qui sont retenus comme centres d'examen soient fonctionnels. Et de ce point de vue, il y a un travail qui doit être mené. Nous avons identifié les différents acteurs qui doivent s'impliquer dans ce travail-là pour rendre les établissements accessibles, pour les rendre également fonctionnels en termes de commodité et de propreté. L'autre aspect, c'est le déroulement des examens proprement dit, notamment le convoyage des épreuves, le convoyage des présidents de jury, la sécurisation également de ces épreuves. Là également, il y a un travail d'identification de la logistique nécessaire qui a été fait et nous allons prendre les dispositions pour que cette logistique soit en place le moment venu. L'autre aspect également, c'est la mise en mouvement des enseignants, du personnel impliqué dans l'organisation des examens. Là également, les diligences seront apportées pour que les ordres de mission, les convocations, les feuilles de déplacement soient disponibles à temps pour permettre aux enseignants de voyager dans de meilleures conditions. Le troisième aspect, c'est la sécurisation des centres d'examen. Là également, le nombre de centres a été identifié, mis à la disposition de la gendarmerie et de la police qui prendront les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de ces centres d'examen. Il y a maintenant un accompagnement particulier qui est attendu des communes, surtout pour ce qui concerne les centres d'examen qui sont dans le ressort territorial, parce qu'au-delà de l'appui en carburant, il y a également des efforts qui doivent être faits pour que les acteurs impliqués dans l'organisation de ces examens soient dans de bonnes conditions. À l'instant, le préfet du département, Latir Ndiaye, qui a présidé cette réunion du comité départemental de développement consacré aux préparatifs des examens scolaires. L'IF de la commune de Kaolack, Amadou Dia, a appelé à une implication active des collectivités territoriales et l'ensemble des acteurs du système éducatif. Le préfet a convoqué une rencontre de CDD au cours de laquelle nous devions parler de la préparation des examens et concours. L'IF de Kaolack département, mon collègue Malik Sow et moi-même, Amadou Dia, IF de Kaolack commune, nous sommes évertués à montrer à l'auditoire, formé essentiellement de toutes les familles d'acteurs, que vraiment nous avions des statistiques qui prévoient un certain nombre de dispositions à prendre. Déjà pour le CFE et l'entrée en 6e, parce que nous sommes à 3 semaines de cet examen, les statistiques sont extrêmement importantes.
ce qui fait que vraiment les dispositions idoines doivent être prises pour un bon déroulement du CFE et de l'entrée en 6e. En plus de ça, la question du BFM aussi a été abordée. Et là aussi dans les mêmes dispositions, et nous avons demandé en tout cas aux familles d'acteurs composées des maires, des collectivités territoriales, mais aussi d'autres partenaires pour une implication active vraiment à ces examens. Il va de soi que les examens de fin d'année, ce n'est pas simplement l'affaire des autorités scolaires, ça doit être l'affaire vraiment de tout le monde. Et le CDD est revenu largement sur cela et nous osons croire qu'à l'heure du bilan, toutes les familles d'acteurs vont être impliquées pour nous permettre à nous autres, IF de Kaolack département, IF de Kaolack commune, vraiment de faire de bons examens et à la clé, vraiment d'avoir de bons résultats. Nous lançons un message à la communauté éducative pour dire que l'examen est tellement sensible qu'il ne peut pas être porté simplement par les IF. L'examen requiert la participation de tout le monde. Et à cet égard-là, nous voulons que la communauté éducative dans son ensemble puisse être impliquée dans le processus. Pour les candidats sans pièce d'état civil, l'IF de Kaolack a souligné que c'est une question nationale qui touche tous les territoires, que l'État l'a pris à bras le corps en demandant aux autorités administratives concernées d'œuvrer à la résolution de ce problème lié au défaut d'acte d'état civil. Réécoutons Amadou Dia, l'IF de la commune de Kaolack. C'est une question nationale, elle n'est pas spécifique à Kaolack. Et vous savez que le Premier ministre a pris à bras le corps cette question-là en demandant au gouverneur, au préfet, en relation avec tous les services techniques qui gravitent autour de cette question-là, de partager les informations et d'éradiquer la question de l'état civil de façon définitive. En ce qui nous concerne, nous autres de l'école, nous avons pris vraiment les dispositions en relation avec les tribunaux pour déjà faire le recensement des enfants sans état civil. Nous savons que ce n'est pas un frein pour qu'ils se présentent aux examens, mais comme l'a dit le Premier ministre, nous voulons que de façon définitive qu'on puisse vraiment régler cette question-là, même si c'est des élèves qui viennent d'arriver, qui sont au CI, qu'ils viennent avec vraiment une pièce d'état civil. Et aujourd'hui, le préfet va appeler une rencontre avec tous ceux qui sont concernés par la question-là pour voir comment régler cette problématique qui a commencé quand même à prendre du temps et qui constitue un goulot d'étranglement à l'école. Et nous voulons quand même qu'à la prochaine rencontre qui va être appelée par le préfet, que nous tous qu'on puisse partager les informations pour que de façon définitive qu'on puisse vraiment l'éradiquer. Et qu'il reste disponible à l'inspection de l'éducation et de la formation, mais qu'il reste également disponible aux présidents des jurys qui seront sur place pour que toute tâche pédagogique ou administrative qui sera faite sur le terrain, qu'ils puissent également intervenir parce que c'est ça qui va nous permettre demain de pouvoir vraiment avoir un bon déroulement de ces examens et, comme je l'ai dit tantôt, et d'espérer avoir de bons résultats à la fin. Actualité internationale. Sur l'international, inondation au Nigeria, le bilan s'aggrave. Les sinistrés racontent le pire désastre de mémoire d'hommes. Au Nigeria, le bilan des inondations s'alourdit encore. On déplore au moins 150 morts et des dizaines de blessés dans la ville de Mokwa, située au centre du pays, près du fleuve Niger. Un chiffre encore provisoire, comme le redoutent les secouristes qui fouillent les décombres de 265 maisons. Chiffre encore provisoire, d'autant qu'une cinquantaine d'enfants d'une école coranique sont toujours portés disparus. Plus de 3000 habitants ont dû être déplacés. Le président nigérian Bola Tinubu a publié sur les réseaux sociaux un message dans lequel il assure que les forces de sécurité sont déployées pour aider les premiers secours. Il ajoute que du matériel et une aide temporaire pour l'hébergement sont déployés sans délai. Voilà qui redorera peut-être l'image des forces de l'ordre ternie par cette annonce cette semaine de l'armée nigériane. L'arrestation d'une bonne trentaine de soldats et policiers soupçonnés d'être impliqués dans un trafic d'armes. Amélie Tulé, vous nous avez rejoint en studio. C'est le résultat d'une opération lancée depuis bientôt 1 an pour lutter contre les vols d'armes et de munitions. Actualité internationale. Et pendant ce temps, sur la scène politique ivoirienne, la coalition pour l'alternance pacifique tient meeting aujourd'hui à Yopougon. Ce groupement de partis de l'opposition rassemble entre autres le PDCI, le COGEP de Charles Blé Goudet ou encore le MJC de Simone Eivet, l'ex-épouse de Laurent Gbagbo. À moins de 5 mois de la présidentielle, la CAPCI réclame un dialogue politique avec le pouvoir et la réinscription des leaders politiques radiés de la liste électorale, à l'image de Charles Blé Goudet ou encore de Tidjane Thiam, le président du PDCI.
En République démocratique du Congo, cette visite-là s'est achevée, celle d'une délégation de 11 députés européens arrivés mardi soir dans la capitale, Kinshasa, où ils ont été accueillis par des sénateurs et députés congolais. Le but premier de cette mission était officiellement de montrer le soutien du Parlement européen au peuple congolais. Mais la délégation s'est aussi et surtout entretenue avec plusieurs acteurs majeurs de la crise sécuritaire qui secoue le pays. On parle bien sûr de l'Est, où des territoires sont aux mains du groupe armé AFC M23, soutenu par le Rwanda. Avec un bémol, les visiteurs européens ne sont pas allés sur place. Ils sont restés dans la capitale. Actualité internationale. Au Burkina Faso, le ministre de la Défense s'en prend à RFI. Nous vous parlions jeudi d'un massacre commis par les volontaires pour la défense de la patrie dans des villages autour de Dori et Gorgadji. Mais Wali Diallo, selon les termes du communiqué publié par le ministre de la Défense burkinabé, les faits rapportés ne seraient, je cite, que des allégations graves. Actualité internationale. Et on notera qu'une dizaine d'heures seulement après sa publication, le communiqué a été retiré de la page Facebook du ministère de la Défense burkinabé, ainsi que de celle du service d'information du gouvernement qui l'avait relayé. En Centrafrique, le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, a rencontré hier les professionnels des médias à l'occasion de la 2e édition du déjeuner de la presse au Palais de la Renaissance à Bangui. Un moment d'échange qui a permis aux journalistes et au président d'aborder tous les sujets touchant à la vie. Actualité internationale. Direction Bouéa dans le sud-ouest du Cameroun, où Joseph Djongouti, le Premier ministre, a présidé la 6e session du comité directeur du plan présidentiel pour la reconstruction et le développement des régions du nord-ouest et du sud-ouest. S'il salue le retour des élèves dans les écoles, il ne cache pas qu'il faut encore beaucoup de travail et d'investissement pour remettre à niveau ces régions à majorité anglophone, alors que les autorités célébraient le 20 mai dernier la fête de l'unité nationale. Et sport. Une page sportive que nous ouvrons avec du football, la 26e journée de la Ligue 1. US Ouakam bat Diamano de Fatick 2-1. Linguère de Saint-Louis, Dakar Sacré-Cœur 1 but partout. Tenguet FC battu par US Gorée 0-1. HLM de Dakar bat Oslo FA 1-0. Agel de Rufisque Génération Foot 1 but partout. Casasport bat Jaraf de Dakar 1-0. Walida Sonakos 1 but partout. Mercredi, Guédiawaye Football Club AS Pikine, le derby de la banlieue, ce sera à huis clos. Au classement, US Gorée est leader avec 47 points, suivi de 44 points. US Ouakam est 3e avec 43 points au bas du tableau. On retrouve le Diamano de Fatick et Oslo FA. Pour la Ligue 2, Thiès FC s'incline devant NGB 0-1. Duc RS Yoff 0 but partout. AS Bambey perd devant AS Cambérène 0-2. Seneps Excellence au bas Ndiamour de Louga 1-0. AS Saloum SMA FC 1 but partout. Étoile Gitana AS Kafrine 1 but partout. Stadmour AS Douane 0 but partout. Ce soir, Amitié FC reçoit Djambar. Au classement, Stadmour est leader avec 47 points, suivi de Cambérène 44 points. SMA FC 3e avec 44 points au bas du tableau. On retrouve Seneps Excellence et la RS Yoff. Handball, préliminaire Coupe du Sénégal chez les dames. Jeanne d'Arc bat Sen Handball 23-21. Jaraf perd devant Sacré-Cœur 17-27. Chez les hommes, Nioro bat U4 31-17. Match en retard, 4e journée du championnat chez les dames. Duc bat Rail 30-17. Chez les hommes, Duc bat Rail 30-21. Basketball Final Four, victoire de AS Ville de Dakar sur Saint-Louis Basket Club 74-34. Chez les hommes, GBA bat Jeanne d'Arc 61-58. Parlons à présent de la Fédération sénégalaise des sports travaillistes qui a tenu son assemblée générale avant-hier samedi. Badara Ndiaye a été élu par consensus. Oui, les impressions, c'est que je voudrais saluer d'abord la mémoire du président Tony Ndoye, qui fut président de la Fédération sénégalaise des sports travaillistes. Suite à son décès le 28 décembre 2022, j'ai assuré l'intérim jusqu'à aujourd'hui. Nous avons tenu cette assemblée générale dans la convivialité. Nous avons tenu cette assemblée générale avec un bel esprit. Les gens sont venus de un peu partout. Les ligues, les districts, les organismes affiliés étaient représentés. Donc il n'y a pas eu véritablement d'élection. Tout a été fait dans le consensus. Je pense que le ministre des Sports, c'est ça qui était son souhait, de tenir une assemblée générale sans élection. Ce qui m'a plu dans cette assemblée
assemblée générale, c'est que les personnes ressources, que sont le doyen de cette assemblée générale, se sont retirées du comité directeur, se sont retirées du bureau exécutif pour accompagner la jeune génération qui a du chantier à bâtir pour cette fédération sénégalaise des sports travaillistes. Je viens d'être élu président de cette fédération. Nous allons œuvrer à travailler dans la continuité. Il y a des axes qui étaient déjà tracés, donc on va continuer à promouvoir et à développer le sport travailliste au niveau national et au niveau international aussi. Nous allons jouer la partition du Sénégal. Développer et promouvoir le sport travailliste au niveau national, c'est faire de sorte que tous les travailleurs et les ayants droit se sentent impliqués et se sentent intéressés dans cette activité. Parce que je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos que les entreprises, les services, pour qu'il y ait un rendement dans le travail, il faut que le travailleur soit performant. Et pour que les travailleurs soient performants, il faut qu'ils fassent du sport. Il faut que les ayants droit fassent du sport. Il faut que tout le monde soit en santé pour que les liens soient beaucoup plus renforcés en milieu du travail. Dans les chantiers aussi, nous avons des textes qui nous ont permis à tenir cette assemblée générale, mais nous allons faire de sorte que ces textes soient revisités pour être conformes à ce qui se fait actuellement dans le sport moderne. Donc nous avons un chantier à revisiter nos textes, nos statuts et règlements, mais nous avons aussi l'obligation de réaffilier la Fédération sénégalaise des sports travaillistes au niveau de la Confédération sportive internationale du travail. La sous-région, le continent, nous avons des clubs travaillistes, nous avons des organisations travaillistes qui jouent au niveau international, qui participent aux activités internationales. Nous aussi, nous allons faire de sorte que notre fédération soit réaffiliée à la CSI. Et dans les chantiers aussi, nous allons promouvoir et développer le sport travailliste, les activités féminines dans les organisations, dans les structures, dans les services et dans les entreprises. Parce que les activités féminines aussi doivent être vulgarisées. La Ligue de Dakar, il y a le président Mamadou Traoré qui était le président, il est décédé. Il y a d'autres acteurs de la Ligue qui ne sont plus opérationnels. On a installé le district de Kermassar, on a installé le district de Pékin. Il nous reste à installer le district de Guédiawaye et de Dakar pour que la Ligue de Dakar soit installée. Donc, je rappelle qu'ils organisent des activités, mais avec un bureau intérimaire. Mais juste après cette assemblée générale, on va s'atteler à mettre en place la Ligue de Dakar. A noter que le Kaolackois Ibrahima Diouf, président du district des sports travaillistes de Kaolack, est nommé premier vice-président en charge des relations internationales. C'en est tout pour cette page sportive. La revue de presse. L'Obs Pop place le soleil sur le quotidien Walf le matin. 12h36, la revue de quotidien, lui, est parcourue en 3 minutes 40 par Fatou Cissé. Renégociation des marchés publics au Sénégal, 150 milliards de gains, relate ce matin Sud Quotidien. Le journal avec qui nous ouvrons cette revue des titres à la une des quotidiens sénégalais paru ce lundi de préciser que cette somme mise à l'abri doit son existence à la renégociation de plusieurs marchés attribués avant l'arrivée aux affaires du nouveau gouvernement. Et poursuivant la publication de mentionner que ces informations ont été dévoilées par le Premier ministre Ousmane Sonko samedi lors d'une rencontre avec les membres de la communauté sénégalaise vivant en Côte d'Ivoire et puis de la Côte d'Ivoire en Guinée dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Le quotidien Yoyor d'Ivoire en la vision d'Ousmane Sonko, la démarche d'un bâtisseur d'une nouvelle diplomatie de proximité. Baisse du coût de la vie, dialogue national à la une de l'info, le constat froid d'Abipsi. Lutte contre l'argent sale, l'observateur fait état ce matin d'une saisie record d'avoir criminel suite à un entretien avec le DG de l'ONRAC, Morindiaï. Un jeune opérateur économique escroqué, tué et enterré clandestinement après avoir réclamé son argent. Cette information relayée par plusieurs journaux est à la une de Libération. En pistant, dit le journal, le téléphone de Moussa Ndiaye disparu depuis le 17 mai. Les enquêteurs ont cerné Babacar Ndiaye, un ancien militaire exerçant comme agent de santé communautaire à Temento, un village situé dans la commune de Parumba, département de Vélingara, comme à une dette de 2 millions de francs CFA pour l'achat de 8 tonnes de noix de cajou à tourner en vengeance totale, écrit le quotidien du groupe Futur Média. Risque sécuritaire, menace djihadiste à la une de la tribune, l'alerte du général Meïssa Sélé Ndiaye. L'erreur serait de croire que cela n'arrive qu'aux autres. Personne n'est à l'abri
Tilaberi. Hors péage clandestin, l'armée démantèle 43 sites illégaux dans la Falémé, titre ce matin Les Échos, qui annonce à ce propos l'interpellation de 47 individus et la saisie de 77 motopompes, des motos du groupe électrogène. Traitement différencié aux titulaires de marché de l'État. Wolf Quotidien relève ce matin la colère noire du privé. Entrepreneuriat social ou détournement international, écrit enquête Africa Green Tech dans la tourmente, titre la publication. Et puis à la une, 2 points actus, les déclarations de Sokhna Aïda Diallo. Je suis la grande des patriotes, suffisant pour que Vox Populi intercepte ce qu'elle appelle le clin d'œil de Sokhna Aïda en direction de Diomaye Sonko. Aide matérielle et financière dans la ville de Cheikh Ahmadou Bamba. Touba Tchakanam valide la Tabaski pour 7500 familles, annonce ce matin Le Point. Et puis à l'instar de plusieurs journaux, Réumi Quotidien livre à ses lecteurs ce matin les détails de l'arrestation musclée d'un couple homosexuel surpris à la mosquée de la Divinité. Le journal qui parle d'un blessé au couteau enregistré de rappeler que le 10 décembre 2024, 4 homosexuels ont été arrêtés à la plage de la Divinité. Et voilà que nous refermons cette page consacrée à la revue des titres à la une des quotidiens sénégalais de ce matin, en jetant encore notre regard à la parution de la Tribune. Le journal qui note un retard dans la distribution des semences et de l'engrais se fait l'écho de la colère du monde rural, soulignant que la mauvaise récolte d'arachide de l'année dernière complique la situation. Le quotidien du groupe des médias évoque une distribution tardive de semences qui risque d'impacter négativement sur les récoltes. C'est la fin de cette édition, une mise en onde de Kodosek Keneme. La rédaction en chef a été assurée par Ndeye Fatou Sissé. Était devant ce micro Serine Moussakan. L'info revient dans moins de 19 minutes, ce sera à Wolof. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce midi. 4e édition de la fête patronale du 23e bataillon de reconnaissance et d'appui Bera, également appelée fête du Nyombato, s'est déroulée à Foundiougne, dans la région de Fatick. Nous nous sommes rendus au camp colonel Moumaratal Fall de Nemanding. Pénurie d'eau dans les quartiers de Kaolack, l'ASCOSEN accuse la CNO, les services en charge, de n'avoir pas pris toutes les dispositions nécessaires afin de parer à de telles situations. Vous avez entendu son président. Éducation, préparatif des examens du CFE et à l'entrée en 6e, un CDD a été présidé par le préfet du département, a assuré que les dispositions sont prises pour la régularisation des élèves qui ne disposent pas de pièces d'état civil. Sur l'international, inondation au Nigeria, le bilan s'aggrave. Les sinistrés racontent le pire désastre de mémoire d'homme. Et le sport, 26e journée Ligue 1, le derby de la banlieue entre Guédiawaye Football Club et AS Pikine a été reporté pour des raisons de sécurité. Et le match se jouera à huis clos. La revue du quotidien a mis un terme à ce 12h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Le journal Serine Moussa Kane.